Merci de votre fidélité. Il est 20h. Bienvenue à cette édition de Voici les titres. Les titres du journal, le prix de l'oignon local passe de 400 à 700 francs CFA le kilogramme. Une flambée qui inquiète les vendeurs et étouffe les clients. Vous allez découvrir les raisons dans ce journal. Nous parlerons également des conditions difficiles que rencontrent les travailleurs de l'unité de coordination de la gestion des décès solides, communément appelée UCG. Ensuite, le Parti démocratique sénégalaise appelle à la transparence sur l'affaire de la vente d'une partie de l'assiette foncière de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar par une volonté de mettre en place une commission d'enquête. Et enfin, pour la page internationale présidentielle au Kenya, les premiers résultats contestés par une partie de la commission électorale de développement dans quelques instants. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition que nous allons démarrer par une flambée importante du prix de l'oignon local. Le kilogramme passe de 400 à 700 francs CFA au même prix que l'oignon importé. Ceci pourrait être dû au retard de l'arrivée de l'importé, selon certains vendeurs dans le reportage de Nécrédit Diop. Une hausse de prix de l'oignon local frappe le marché sénégalais. À l'écart de quelques semaines, il passe de 400 à 700 francs le kilogramme. Abdourahmane Traoré, vendeur d'oignons, parle de cette flambée. Maintenant, le sac de l'oignon local coûte 14 000 francs et le détail est de 700 à 750 francs le kilogramme. Auparavant, l'oignon local était moins cher. On achetait le sac à 3 000 francs et 250 à 300 francs le kilogramme. Fatoumata Bilisso, trouvée dans son restaurant, exprime ses inquiétudes. Nous, les gérantes des restaurants, cette hausse des prix nous affecte beaucoup. Nos clients aiment beaucoup les yassa et nous utilisons beaucoup l'oignon dans les autres plats. En tout cas, nous demandons de l'aide le plus vite possible. En raison de la consommation en masse de l'oignon au Sénégal, la population demande à l'État de réagir par rapport à cette hausse de prix. Merci beaucoup Ndeye Khady pour ce reportage. Ensuite, parlons de la phase d'examen de recevabilité juridique des candidatures pour les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales qui a démarré hier lundi 15 août 2022. Pour l'instant, la Direction générale des élections a reçu 12 listes sans la coalition Yewwi Wallu, Aar Sénégal et Gëm Sa Bopp. Le travail de la réception des dossiers se poursuit ce mardi jusqu'à 15 jours avant les élections prévues ce 4 septembre 2022. Vente d'une partie de l'assiette foncière de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Le Parti démocratique sénégalais annonce la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour plus de transparence. N'est-ce pas Ndeye Faye? Privilégiant toujours l'approche inclusive et la préférence nationale, le Parti démocratique sénégalais témoigne sa solidarité aux malades, employés et autres impactés de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il dénonce avec vigueur le manque de transparence sous-tendant le montage financier qui nécessite la vente d'une partie de l'assiette foncière du Duc Hôpital, alors que parallèlement, une offre de financement par bourse et qui garderait l'entière du foncier de l'hôpital avait été proposée par des Sénégalais. Le Parti démocratique sénégalais demande la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la question. Toutefois, Wade et compagnie présentent ses condoléances aux familles des disparus des dernières inondations et adresse toute sa solidarité aux sinistrés. En l'occurrence, il exige qu'un audit technique et financier transparent soit mené sur la gestion opaque des fonds dégagés lors de ce premier plan décennal 2012-2022. Il demande aussi à ce que le prochain gouvernement propose aux Sénégalais des solutions structurelles qui régleront de manière définitive le problème des inondations au lieu d'entamer un second plan à la suite de l'échec
partant du premier. Merci beaucoup Ndaye Faye pour ces détails. L'État du Sénégal a-t-il besoin à l'urgence d'un premier ministre? Quoi qu'il en soit, le débat s'impose de nouveau. Juste après les élections législatives, le poste du premier ministre devient une obligation selon certains. Ainsi, la liste des cibles s'alourdit après le ralliement de Pape Diop. Maguette Ndiaye pour plus de détails. Il y a quelques mois de cela, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, avait annoncé qu'il va nommer un premier ministre après les élections législatives. À la primature, la liste des favoris fait l'objet de débats. Entre autres, il est cité Aminata Touré qui vient de conduire la coalition Benno Bokk Yakaar à la victoire des législatives, Aly Ngouille Ndiaye qui pourrait faire son retour au premier plan avec ce poste, le moins jeune Amadou Ba, l'un des hommes de confiance du président Macky Sall, et enfin Matar Ba dont le palmarès politique est apprécié. Parmi ces noms les plus en vigueur, Matar Ba et Aminata Touré sont plébiscités par beaucoup d'analystes politiques sénégalais. La formation d'un nouveau gouvernement avec à sa tête un premier ministre exige en effet de faire un choix judicieux selon le politologue Moussa Diawa. Ainsi, des observateurs politiques prônent que Matar Ba est le choix idéal à la tête du gouvernement. Pour arguer, ce dernier a un bilan hors pair au ministre, il est compétent, loyal et a un capital sympathique. D'autres ne partagent pas cette opinion car selon eux, Aminata Touré a le profil le plus apte pour être premier ministre. À l'égard du journaliste Pape Samba Kane, Aminata Touré est à la tête de liste de la coalition au pouvoir et le poste de premier ministre lui revient. À l'attente de la nomination du premier ministre, le suspense est à son comble. Le chef de l'État Macky Sall, qui a le dernier mot, temporise et n'a pas encore identifié l'heure élue. Merci beaucoup Maguette pour ces explications. L'unité de coordination de la gestion des déchets solides, plus connue sous le nom de l'UCG, est toujours à la quête de la sensibilisation et de nettoiement au Sénégal. Certains travailleurs de cette agence rencontrés soulignent les difficultés qu'ils rencontrent dans le milieu, mais appellent quand même à un Sénégal propre dans le reportage de Katumia. Jour par jour, il occupe toutes les rues et ruelles pour la propriété de Dakar. L'UCG, unité de coordination de la gestion des déchets solides, est une opération de balayage et de collecte des déchets. Ici, ils sont toujours pointés pour le nettoiement. Moussa Sow, conducteur de moto. Pour l'instant, vraiment, on n'a pas de souci dans ce travail parce que ce qui m'intéresse de trop, c'est mon salaire et aussi le planning de mon travail. Des fois, le 28, je reçois mon salaire, je n'ai pas de problème. Sérieusement, le travail marche bien aussi. Les citoyens ne respectent pas les dispositifs mis en place, nous dit Aïcha. Vous voyez ici déjà c'est clôturé. Des fois, des gens viennent jusqu'ici et nous balancent comme ça les ordures. Alors qu'il y a des poubelles, ils doivent venir jusqu'ici, saluer et ensuite ouvrir les poubelles et mettre les ordures. Mais malheureusement, ils ne le font pas. C'est ainsi qu'elle lance un message à l'endroit de la population pour le respect de la citoyenneté. Nous appelons seulement aux gens qui travaillent dans le marché pour la propriété. Des fois, les femmes ils laissent leurs ordures dans les lieux où ils travaillent. Il y a certains aussi qui versent des eaux qui peuvent causer beaucoup de choses comme des insectes, entre autres. Merci beaucoup Kaltounia pour ce reportage. Nous allons poursuivre, mesdames et messieurs, cette édition d'information par la page Esport. Coupe CAF 2022-2023, le Giraffe est victime de forclusion. Il ne fait pas partie des clubs licenciés d'après la liste publiée par la Confédération africaine de football. Par contre, le Casa Sport fait partie des 58 clubs qui ont obtenu la licence de l'édition 2022-2023. Toujours pour la phase sportive, les premiers matchs de la phase nationale de l'ONCAF 2022 ont eu lieu au stade de Galandou Diouf hier soir sous la présidence du ministre des Sports Matar Ba. La poule C a débuté et cette cérémonie d'ouverture avec 2 matchs. Serigne Fallou Seck nous livre les détails. La région de Dakar abrite les phases nationales de l'ONCAF 2022. Le coup d'envoi de cette 32e édition des phases nationales est débuté sous les yeux du ministre des Sports Matar Ba au stade Ngalandou Diouf de Rufisque lors de cette cérémonie d'ouverture. Hier soir, dans ce même stade, les Bougui et Medina ont fait match nul et vierge.
C'est la poule C. Toujours dans cette poule, Dego et Walidan se sont neutralisés sous score d'un but partout. Pour la poule A, Diamono de Kaolack et Kemo de Kédougou ont fait match nul, 0 but partout. Garmi a battu Manko 2 buts à 0. Pour la poule B, Yamaton de Ziguinchor a battu Diamono de Fatick sous score de 3 buts à 1. Alliance de Dakar a battu Guelwaar de Dakar 2 buts à 1. Pour la poule E, Ersan et Grabgui ont fait match nul, 0 but partout. Djongoul a battu Yewu 1 but à 0. Pour la poule As, Santoussou de Ziguinchor a battu Zengibi de Dakar sous score de 2 buts à 0. Réveil a été battu par Cité Lamy 2 buts à 0. A noter qu'aujourd'hui, il y a 4 matchs au programme au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Pour la poule D, à 17h, Tantadji de Matam sera face à Dekendo de Louga. À 17h, toujours dans cette même stade, Diamono de Kaolack sera face à Ndargoundaou de Dakar. Pour la poule F, au stade Amadou Barry de Guédiawaye. À 15h, Koussu de Sédhiou sera face à Abattoir de Kidira. Toujours dans ce même stade, à 17h, Djambar de Guédiawaye sera face à Diamono de Kédougou. C'était tout pour cette part de sport. Merci beaucoup Serine Falsek pour ces explications. Nous aurons terminé cette édition d'information avec les informations hors de nos frontières. International, inondation au Soudan, au moins 52 personnes auraient laissé la vie sous les eaux, selon le Conseil national pour la défense civile. Et sur le plan matériel, plus de 8000 maisons ont été détruites ou emportées depuis mai dernier, le début de la saison des pluies. Le bilan pourrait s'alourdir dans les semaines à venir. En plus, présidentiel au Kenya, les premiers résultats font monter les tensions. Le vice-président sortant, William Ruto, a été déclaré vainqueur dans une ambiance houleuse marquée par des désaccords au sein de la commission électorale et l'éruption des manifestations. N'est-ce pas, Job? Le Kenya se demandait mardi 6 août quelle tournure allaient prendre les événements au lendemain de l'annonce de la victoire de William Ruto à la présidentielle, qui a déclenché de violentes manifestations localisées dans certaines régions du pays. Après 6 jours d'attente et de calme, malgré l'impatience palpable, le vice-président sortant William Ruto a été déclaré vainqueur lundi de l'élection du 9 août avec 50,49% des voix contre 48,85% pour son principal rival Raila Odinga. Sitôt les résultats donnés par une commission électorale indépendante sous haute pression et agitée par des divisions internes, des partisans de Raila Odinga ont laissé éclater leur déception. Des manifestations ont secoué plusieurs quartiers populaires dans la capitale Nairobi. Des pneus ont été enflammés pour bloquer des rues dans ce bidonville fidèle à Raila Odinga, figure de l'opposition à qui le président sortant, Kenyatta, avait apporté son soutien pour cette présidentielle. Le calme y est revenu mardi matin, mais les boutiques restaient toujours fermées. Merci beaucoup Ndeye pour ces explications, toujours pour la page internationale États-Unis. Le ministère américain de la Justice s'est opposé lundi à la publication d'un document judiciaire censé présenter les raisons de la perquisition de la résidence en Floride de l'ancien président Donald Trump, estimant qu'elle nuirait d'une manière irréparable à l'enquête pénale en cours. Aouguénian nous livre les détails. De la justice s'est opposé lundi 15 août à la publication d'un document judiciaire censé donner les raisons qui ont poussé les enquêteurs fédéraux à mener une perquisition inédite chez l'ancien président Donald Trump la semaine dernière. L'opération de la police fédérale dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, une première pour un ex-président, a provoqué une tempête politique. Donald Trump et ses partisans dénonçant une chasse aux sorcières. De ce fait, plusieurs organisations, dont des médias, avaient demandé à un juge de publier un document judiciaire dans lequel les enquêteurs expliquent habituellement pourquoi la perquisition était nécessaire.
Le ministère de la Justice a assuré ce lundi qu'une telle publication nuirait de manière irréparable à l'enquête pénale en cours. Cette fois-ci, à la demande des procureurs, vendredi, un juge avait rendu public le mandat autorisant la perquisition et une liste des documents saisis. Mais à l'inverse des premiers, le document dont la publication était cette fois demandée contient des informations très sensibles sur des témoins, des techniques utilisées par la police et des faits extrêmement importants sur l'enquête, a estimé le ministère. Sa publication pourrait révéler la stratégie des enquêteurs et compromettre de prochaines étapes de l'investigation. La justice soupçonne le républicain d'avoir violé une loi américaine sur l'espionnage qui encadre très strictement la détention de documents confidentiels. Donald Trump, pressenti pour se relancer dans la course à la Maison-Blanche pour 2024, a assuré que ces documents avaient été déclassifiés. Le républicain s'est dit victime d'une attaque contre un opposant politique comme on n'en a jamais vu dans ce pays. Merci beaucoup pour ces explications. Mesdames, Messieurs, ceci met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de soirée.